Salut à tous, nouveau podcast aujourd'hui et toujours content de vous retrouver. Enfin de te retrouver, toi qui fais ton cardio, qui fais ta muscu, qui fais ta vaisselle, ton ménage, qui range ton garage, qui est en train d'aller au boulot, qui est en train de rentrer du boulot. Je sais pas ce que tu fais, mais en tout cas je sais que tu m'écoutes en ce moment. Donc salut à toi. Et puis aujourd'hui on va répondre à une question d'un membre du site qui écoute régulièrement les podcasts et qui a profité d'une petite période de temps libre pour m'écrire un email. Alors l'email, il traite de pas mal de choses, notamment de partie nutrition que je vais pas aborder ici parce que j'en parle beaucoup dans la zone membre et les questions qu'il avait sont déjà traitées dans les vidéos, donc dans les vidéos VIP, donc c'est pas la peine que j'en parle ici. Par contre, au niveau de la vie étudiante, il me dit comment s'entraîner pour ne pas épuiser ou surménager le système nerveux lors d'une prise de muscle. Déjà, moi ma réponse par rapport à ça, c'est que si on souhaite prendre de la masse musculaire, évidemment, à un moment donné, alors c'est relativement difficile de progresser en termes de masse musculaire. Quand je dis difficile, c'est difficile pour l'organisme. Il n'y a pas réellement de solution qui pourrait permettre d'être confortable, c'est-à-dire d'avoir un bon niveau d'énergie toute la journée, tout en prenant du muscle, sans casser son système nerveux. Ce que je vais expliquer par là, c'est que, évidemment, la prise de masse musculaire, c'est un petit peu quelque chose qui est réservé aux personnes qui se donnent les moyens. Et en se donnant les moyens de prendre de la masse musculaire, obligatoirement, en fait, on va utiliser une partie de notre vitalité quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle ou tout ce qu'on veut, pour construire de la masse musculaire. Donc, il faut accepter que ça diminue dans d'autres domaines de la vie. Après, si le plus important dans la vie de cet individu, c'est de réellement être au top du top au niveau du système nerveux, il va devoir alléger un petit peu sa charge nerveuse à l'entraînement, donc du coup s'entraîner moins lourd et moins intense. Mais bon, après voilà, je pense qu'il faut pas être multitâche, multi-objectif en même temps, et d'ailleurs on va en parler un petit peu après du concept de l'égo-déplétion, un concept américain qui date de 98, mais on va en parler après. Autre question, doit-on augmenter sa consommation de lipides pour améliorer les fonctions cognitives? Alors plus de 1 gramme par kilo de poids de corps. Déjà, 1 gramme par kilo de poids de corps, on est en dessous des recommandations un peu plus modernes là, au niveau de la santé. Aujourd'hui, les gens ils parlent de 40%, je crois, alors les recommandations un petit peu plus sérieuses, je parle pas les recommandations de TF1 ou de je sais pas trop quoi, mais on est dans l'ordre des 40% des apports caloriques sous forme de lipides, donc on est plus dans les 1,5 g par kilo de poids de corps, si ma mémoire est bonne, je me rappelle plus, mais je crois que c'est ça. En fait, les 1 g par kilo de poids de corps, c'est le minimum. Pas descendre en dessous, même en période de perte de gras, quoi. Après, encore une fois, il y a des personnes qui oxydent extrêmement bien les glucides, donc ces personnes-là peuvent tirer beaucoup d'énergie à partir des glucides. Mais il y a beaucoup d'autres personnes qui n'arrivent pas à oxyder correctement les glucides, donc elles vont être obligées de les réduire, parce qu'en fait, ça sert à rien. Si on oxyde mal les glucides et qu'on en consomme trop, ça sert à rien. En fait, on va plus dérégler son organisme, on va avoir des hauts et des bas, on va faire de la résistance à l'insuline sur le long terme, donc plutôt utiliser les lipides. Donc là, les 1 gramme sont un peu ridicules, donc mieux vaut monter à au-dessus des 1 gramme. Moi, perso, je suis plutôt dans les 1,5 g, parce que j'oxyde très très mal les glucides. J'ai une génétique, mes gènes me prédisposent beaucoup plus à limiter les glucides et à augmenter les lipides que l'inverse. Donc, doit-on augmenter sa consommation de lipides pour améliorer les fonctions cognitives? J'en sais rien, parce que je te connais pas assez. Et en fait, il faudrait réellement qu'on passe beaucoup de temps ensemble à échanger sur tes habitudes de vie, sur ton passif, sur comment tu fonctionnes pour savoir si tu carbures plus aux lipides qu'aux glucides. Des conseils nutritionnels pour améliorer les fonctions cognitives. Nutritionnels, mis à part avoir une nutrition beaucoup plus saine, c'est-à-dire de limiter au maximum tout ce qui est alimentation transformée, Coca Light, aspartame, toutes ces merdes-là, tous les plats préparés. Alors conseil nutritionnel également au niveau du timing des repas, de pas avoir un rythme complètement désordonné, mais plutôt un rythme fixe. Le plus souvent possible de manger aux mêmes heures, à 1 heure près, quoi.
tous les jours de toute l'année. Alors là, je te donne l'idéal, hein, pour essayer de créer en fait des habitudes, de manière à ce que ton corps, tu t'arrêtes de le surprendre un petit peu avec le côté nutrition, quoi. Après, au niveau des compléments alimentaires, bon, si tu as des déficits en magnésium, zinc, vitamine B, peut-être que ça pourrait aussi t'aider. Mais bon, des déficits, voilà, à part te faire doser, je vois pas comment tu pourrais faire autrement pour le savoir. Après, vitamine D et puis un multivitamine aussi. Mais bon, tout ça, tu vois, moi, c'est un petit peu de la baguette magique, hein, sans faire de dosage sanguin, etc. C'est quand même compliqué. Peut-être regarder aussi au niveau de ta thyroïde si tout fonctionne bien. Donc, je te recommande, au lieu d'aller tout de suite te faire doser la thyroïde, de lire des bouquins sur la thyroïde, notamment un qui est aux éditions Thierry Soucard, Thyroïde, les remèdes naturels, un truc comme ça. Alors, au-delà du titre qui est un peu putaclic, il y a quand même des conseils. Enfin, c'est un Toubib qui l'a écrit, donc il y a quand même des conseils, si tu veux, à la fois santé, à la fois sur les pathologies, mais aussi au niveau naturel, et puis aussi savoir comment interpréter des résultats sur le bilan sanguin, etc. Donc regarde un petit peu côté de la thyroïde, ça peut être intéressant. Et la partie qui m'intéresse le plus, c'est le stress est notre meilleur ennemi. Comment dealer avec le cortisol et la possible prise de gras. Bah, en fait, le cortisol, il joue pas que sur la prise de gras, il joue aussi sur la rétention du sodium ou je sais plus trop quoi. Donc en fait, tu fais plus de rétention d'eau quand tu es stressé à cause du cortisol. Donc il y a gras au niveau du bide, rétention d'eau. Donc tout ça fait que tu vas de moins en moins voir tes abdominaux. Donc en fait, il n'y a pas de solution pour le stress en termes d'alimentation. Tu peux pas tromper le cortisol. Le cortisol, en fait, pour le limiter, il faut impérativement limiter son stress. Et pour limiter son stress, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben voilà, là je te passe les grandes lignes. Donc des outils pour déstresser, c'est quoi? La méditation, la sophrologie, comment dire, la relaxation. Enfin, toutes ces choses-là vont aider à faire baisser le stress. Mais ça, je sais que ce sont des choses que les gens ne font pas. C'est un peu comme la muscu, les gens savent plein de bonnes choses, mais ils les font pas. Malheureusement, tu sais pas pourquoi, mais ils le font pas. Donc la méditation et tout, si tu arrives à le faire, c'est l'idéal. Mais après, dans ta vie de tous les jours, il y a aussi plein de techniques qui induisent du stress pour rien. En fait, c'est là où on vient à l'égo-déplétion. Le phénomène d'égo-déplétion, en fait, c'est un épuisement mental pouvant déboucher sur l'incapacité à vouloir quoi que ce soit. Donc, en fait, perte de maîtrise de soi, perte d'énergie vitale. Et comment on obtient ce putain de truc? C'est très simple. En fait, si tu veux, quand tu es en train d'écrire un email, non, plutôt quand tu es au téléphone avec quelqu'un et que tu penses à un email que tu dois rédiger, même si tu es dans la conversation avec la personne, le fait de savoir que juste après tu dois répondre à un email, en fait ça te crée une tâche de fond dans ta tête qui te taxe un peu de vitalité. Pourquoi? Parce que si tu n'avais pas cette capacité-là, c'est la mémoire, c'est un nom, c'est de la mémoire quelque chose ça. J'ai perdu le nom, mais bon, si tu fais des recherches, tu pourras trouver. Attends, est-ce que je l'ai là? Mémoire... non. Bon, bref, je vais pas perdre de temps avec ça. Je sais pas si c'est la mémoire sémantique ou la mémoire... Enfin bon, bref, on s'en fout. Eh ben, en fait, cette petite mémoire-là qui te sert à te rappeler immédiatement après ton coup de fil que tu as un email à envoyer, heureusement que tu l'as, parce que si tu t'en rappelais pas, ben, après le coup de fil, ben, tu vas te faire un café, tu vas te promener et t'oublies ton truc très urgent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec toutes les notifications qu'on a, par exemple, tu es au téléphone avec un ami, en même temps, tu as une notification Facebook, un email qui arrive et tu vois la liste de courses, enfin ou le message de ta femme sur le frigo qui te dit n'oublie surtout pas d'appeler le garagiste. En fait, en étant au téléphone avec ton ami ou ton patron ou quoi que ce soit, tu as trois tâches de fond qui sont en suspens au bout de ton cerveau, au bout de ta mémoire, quoi. Et ça, si tu accumules ça sur la journée, en fait, si tu comptes que sur ton cerveau pour te rappeler ta to-do list un petit peu, et ben là, tu frôles l'égo-déplétion. En fait, tu frôles l'épuisement mental pouvant déboucher sur l'incapacité à vouloir quoi que ce soit. Et plus tu vas avoir comme ça des tâches de fond, des merdes qui traînent comme ça dans ta tête, des trucs à faire, vite, il faut que je me rappelle de ça, demain, il faut surtout pas que j'oublie ça, et de jamais laisser le temps finalement à ton esprit de se poser un petit peu. Par exemple, je sais pas, moi, aujourd'hui, quand on est dans la salle d'attente d'un médecin, on est sur notre téléphone. En fait, on s'arrange pour ne plus jamais avoir de temps mort. C'est-à-dire que
les gens disent de plus en plus je n'ai pas de temps. Mais en fait, dès qu'ils peuvent avoir du temps, ils transforment ce temps libre en temps occupé. Netflix, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, les emails, un magazine, je sais pas trop quoi d'autre, mais jeux vidéo, toutes ces choses-là. Donc finalement, le cerveau, il est tout le temps avec quelque chose à faire. Et non seulement il a quelque chose à faire, mais en même temps, il sait qu'il a quelque chose à faire après ce truc qu'on est en train de faire, en permanence. Donc ça laisse aucun moment pour la récupération. Je regardais une conférence assez récente du professeur Pierre-Marie Liédot, là, que j'apprécie beaucoup, que j'avais eu au téléphone il y a quelques temps. On avait beaucoup discuté par rapport à plein de sujets. J'avais d'ailleurs fait des vidéos sur YouTube pour en parler. Là, tu regardes, c'est cerveau et mental, je crois que j'avais fait une playlist là-dessus. Et lui, en fait, il a observé dans un IRM le cerveau de quelqu'un en lui faisant des suggestions, par exemple, pense à... Enfin non, c'est pas pense, c'est il entendait par exemple le cri d'une femme qui avait peur, après le cri d'une femme qui avait du plaisir, après il posait une question par rapport à quelque chose de gustatif au niveau culinaire, etc. Et il voyait les zones du cerveau qui étaient activées en fonction des questions qu'il posait. Donc il y avait toujours qu'une seule zone qui s'allumait en fonction du domaine, en fait, si c'était plus de la peur, du plaisir, etc. Et en fait, au bout d'un moment, bon, il l'a sursollicité. Je passe un petit peu, j'accélère le truc, hein, la définition, enfin la présentation de son truc là. Au bout d'un moment, il l'a sursollicité avec plein de questions enregistrées automatiquement sur un petit magnétophone. Il lui posait plein de questions pendant 45 minutes, tac, tac, tac. Et le sujet, en fait, dans l'IRM, au bout d'un moment, il a pété un plomb, quoi. Il en avait marre d'entendre ça, surtout que vu que c'était un magnétophone, il savait même pas s'il disait les bonnes réponses ou les mauvaises réponses. Et du coup, son cerveau, au bout d'un moment, il a fait un reset, comme un hard reset, quoi. Il s'est mis, il y a toutes les zones qui se sont allumées en même temps, et en fait, ça fait une tempête dans son cerveau, tout s'est allumé, c'était des guirlandes de Noël. Mais pendant ce moment-là, en fait, il est coupé de l'extérieur, il est complètement à l'intérieur de lui-même, et son cerveau, il traite tout, quoi. Il digère, blam, 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 blam. Et c'est pendant ces phases-là que se crée tout ce qui est créativité, les solutions, etc. Je pense que vous avez déjà été confronté au problème de vous chercher un truc à fond, vous êtes vraiment concentré sur une question, vous trouvez pas la solution au problème, et puis d'un coup, boum, vous partez vous promener, vous êtes en bagnole, ou je sais pas, vous êtes au chiottes ou sous la douche, et la solution arrive. Vite, vite, vous avez en fait un éclair de génie, vous avez trouvé la solution dans votre bain ou ailleurs. Et ben c'est pendant des périodes où votre cerveau il est plus sollicité par l'extérieur, mais vous lui laissez le temps de lui digérer un peu tout ce que vous lui avez demandé. Un peu comme de la muscu, vous avez fait des curls pour les biceps super lourds, et puis au bout d'un moment, vous posez la barre, vous rentrez chez vous, vous mangez, vous digérez. En fait, vous laissez vos biceps au repos, et ils font le boulot. Et puis quelques temps après, vos biceps sont plus gros. Et ben là, c'est pareil. Le cerveau, il a la même chose. Et le problème, c'est qu'avec l'histoire d'égo-déplétion, là, épuisement mental pouvant déboucher sur l'incapacité à vouloir faire quoi que ce soit, et ben finalement, on est tout le temps sollicité. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, le meilleur exercice pour toi, alors tu t'appelles Jérémy de mémoire, le meilleur exercice pour toi, alors je vais pas y arriver, parce que je suis en train d'essayer de déverrouiller, hop, en même temps pour pouvoir revoir la question. Pour le stress est notre meilleur ennemi, comment dealer avec le cortisol et la possible prise de gras, eh ben, il faut finalement que tu supprimes le maximum de moments où en fait tu jongles d'une tâche à une autre. C'est-à-dire que quand tu as une vie d'étudiant, donc ça veut dire que ton souci c'est de réussir tes études. Quand tu es en train d'étudier, de potasser un truc, tu prends ton téléphone, tu prends ton MacBook, tu prends tous tes outils connectés là, même ta Fitbit si tu en as une, tous ces trucs-là qui peuvent te balancer de la notification, tu les prends, tu les fous dans une pièce qui n'est pas celle où tu es en train de bosser. Tu coupes toutes les vibrations, les notifications, tout ça. Et tu verras que tu seras beaucoup plus actif et beaucoup plus productif sur ce que tu es en train de faire. Et tu seras à fond là-dessus, et voilà. Et si, avant de démarrer ta période de révision ou d'études ou quoi ou qu'est-ce, t'as des choses dans la tête qui trottent, dans la tête qui te trotte, je vais y arriver. Tu sais que tu dois réviser, mais en même temps, tu sais qu'après, tu dois faire te passer, je sais pas, au lavomatique chercher ton linge. Tu dois prendre rendez-vous pour changer les pneus de la bagnole. Tu dois déneiger devant la porte parce que oui, c'est un Québécois. Hein, enfin bon, voilà.
ça, tu le notes. Tu prends un cahier, tu notes tout ce que tu as à faire, répondre à un email, consulter le site de l'université pour aller voir les résultats de machin. Tu notes tous ces trucs-là, tu te fais ta to-do list sur un cahier. Comme ça, au moins, tu démarres ta révision avec un cerveau qui est vierge. En fait, où tu n'as plus l'anxiété de te dire « Putain, faut pas que j'oublie ce truc après, parce que c'est important. » En le notant, sur un bout de papier, ne cherche pas à le noter sur un téléphone ou quoi, parce qu'on sait toujours que les listes sur les téléphones, on s'en sert pas. Mais prends un cahier, j'en sais rien, moi j'ai des cahiers. Alors là, tu l'entends là. Là. C'est mon cahier. Alors c'est un cahier à la con, Mieux vivre environnement. La marque c'est CIS, c'est la marque d'Auchan. C'est un 17 x 22 cm, 100 pages, 90 grammes. Tu sais, avec les spirales, beaucoup plus agréable. Et en fait, je me fais moi-même mes to-do list. Je me fais par jour 5 petits carrés, là. Tu sais, les petits carrés avec, comme ça au moins je peux cocher dedans. Et je mets les choses à faire sur la journée. Et d'ailleurs, il y a une case où il y a marqué enregistrement podcast avec le contenu proposé par Jérémy dans son email. Tu vois, détailler au maximum d'ailleurs chaque liste, chaque note de la to-do list. Et en fait, ça te permet de démarrer ton étude, le cerveau qui va pas être en train de penser et ruminer sur plein de choses. Voilà. Donc on revient maintenant sur le contexte muscu, c'est la même chose. Je lisais une étude qui disait que le phénomène d'égo-déplétion, donc un épuisement, je vais pas répéter à chaque fois, mais une perte d'énergie vitale due à un épuisement mental à cause de toutes ces tâches là en suspens, où on essaye d'être multitâche mais le cerveau il sait pas l'être. Il faut bien se rendre compte qu'on n'est pas multitâche et même les femmes ne le sont pas, même si on pourrait croire que les femmes le sont plus que les hommes. Si on démarre une activité physique, alors là dans l'étude c'était du sprint pour des amateurs, mais du sprint en étant épuisé au niveau de l'énergie vitale, donc on avait ce phénomène d'égo-déplétion, on avait des moins bonnes performances physiques. Donc quand on a la tronche dans le guidon en train toujours d'essayer de chercher à rien oublier, à faire 50 trucs en même temps, au bout d'un moment on n'arrivera plus à agir et on n'arrivera même plus à s'entraîner. Donc prends-en note parce que je pense que la vraie capacité, comment on pourrait dire, la vraie compétence en 2018 là, dans un monde connecté où ça vibre de partout, ça sonne de partout, c'est de réussir à se créer un monde où on arrive à se mettre dans une petite bulle pour faire une seule tâche à la fois sans être perturbé par les autres et sans avoir le cerveau qui est préengagé dans d'autres tâches que celles sur lesquelles on est en train de bosser. Donc voilà, je m'arrête ici pour ce podcast. Sache que quand même, pour revenir au côté muscu, je viens juste de sortir une formation sur les supersets, ma technique pour m'entraîner en superset. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est quelque chose qui a été complètement oublié, ou alors très très mal utilisé, à mon sens, et je vais te proposer ma logique, savoir comment faire pour vraiment profiter des supersets, que tu sois débutant ou avancé, et pas mal pour les personnes qui pratiquent depuis quelques temps et qui progressent plus en poids et tout. Surtout d'ailleurs pour ces personnes-là, j'ai une espèce de technique, c'est pas une espèce, c'est une technique que j'utilise et qui permet de faire beaucoup de bien tout en conservant des charges quand même lourdes, enfin en tout cas sans régresser. Donc je t'en parle dans la formation vidéo qui se trouve en description. Et puis en attendant, ben voilà, bon cardio si t'es en cardio et on se retrouve pour le prochain épisode la semaine prochaine. Ciao.